Nous allons nous promener dans Saint-Hilaire-de-Riez d'hier et d'aujourd'hui, évoquer des souvenirs, faire des découvertes au fil des cartes postales ou photos anciennes que j'ai pu collecter. Veuillez noter que les dates écrites sur les cartes sont les dates des oblitérations postales. Je vous souhaite une bonne balade. Nous allons longer la Corniche, qui a été site classé en 1922 et a pris le nom de Corniche vendéenne, en partant de la grande plage de Sion jusqu'à l'anse de la Pelle à Porto. Les maisons de l'île aux Jeunes d'Arc sont promises à la démolition depuis fort longtemps. Cependant, l'implantation d'une thalassothérapie ne devrait pas tarder. À droite, la villa La Clarté en 1933. Cet îlot est idéalement situé face à la grande plage. Puisque nous abordons la plage, un peu d'histoire sur la station balnéaire. En 1897, Henri Renault a eu l'idée de créer à Sion une nouvelle station balnéaire. En 1906, Sion sur l'océan apparaît pour la première fois sur le guide Michelin. C'est en 1925 que la station se développe et c'est avec les congés payés de 1936 qu'elle prend son essor. Les activités sur la plage ont bien changé, et les sports de glisse attirent de nombreux amateurs par grand vent. Seules des petites embarcations de pêche peuvent s'ancrer dans l'anse de Sion. Le café de la plage a été construit en 1925 par Frédéric Berthomé en bordure d'une rampe d'accès à la mer où les marins cultivateurs allaient chercher le goémon en charrette. Les villas Marguerite, Mouette et Joanne ont été quelque peu modifiées. C'est en 1903 que M. Guilta ouvre l'hôtel de l'Océan et des Pins. Racheté en 1905 par M. Renault, il devint casino jusqu'en 1935. Il est ensuite racheté par un couple de jeunes restaurateurs qui louent le rez-de-chaussée pour en faire une école dans l'attente de la construction d'un groupe scolaire. De 1940 à 1944, il est réquisitionné par l'armée d'occupation allemande. En 1960, la commune le rachète et y installe une colonie de vacances. En 1965, il devient la Maison des Jeunes, puis enfin, en 1977, la Maison pour tous. Villa Caire Ionique. Sion vers 1890, où l'on voit les villas Hortevent, les Roches Grises et Notre-Dame de Sion. On retrouve ici Notre-Dame de Sion. Et c'est le long de la promenade Jean-Yol que l'on retrouve les Chardons Bleus, les Roches Grises et Saint-Jean.
Notre-Dame de Sion est un point d'identification pour les autres chalets. Ici, la villa face au flot, le rayon vert, Jeanne-Émilie et Kerpol. À cette époque, on avait le droit d'extraire des pierres des rochers de la corniche pour la construction de sa maison. Chaque famille avait d'ailleurs son tas. Nous abordons la plage des 5 Pinots. Aujourd'hui, la villa Sainte-Anne-Calixte, construite en 1919, apparaît seule rescapée au milieu de ces immeubles. À gauche, on voit les tas de cailloux. Les arches de soutènement de la route ont été renforcées. Face au flot, le rayon vert, et l'on voit apparaître l'hôtel Frédéric. À la place des Arcades, il y avait un pont et le Pinot rejoignait la mer. Les villas Albert-Angèle et Quai-Rivette. Les villas Magdelite et Dominus ont disparu. Quant au soleil couchant, il a été agrandi et est maintenant remplacé par la résidence Les Œillats. La villa Anne-Marie, après quelques transformations, est devenue Les Brisants. Elle-même détruite, elle laisse place à la villa Saint-Hilaire. Ici, la Vendéenne trompe son monde, avec la modification de sa toiture. Et elle vient de se faire refaire une beauté. Elle était voisine de la villa malgré tout, détruite par les Allemands pour nécessité militaire pendant l'occupation et où a pris place le Rouf. Il faut être devin pour reconnaître la rafale. Seul son nom sur une plaque permet de l'identifier. Quant au château d'eau, il a été détruit pour raisons sécuritaires en décembre 2017. Le Tortillard longeait la corniche. Ici, en 1963, le CCAS était déjà colonie de vacances d'EDF-GDF. La colonie de vacances de Vanves a, quant à elle, laissé place à la résidence Bora Bora dans les années 80. Et voici le château d'eau construit en 1945. Il servait de point de repère aux marins. Cela s'est quelque peu construit tout autour. Remember était la seule habitation sur la corniche jusqu'en 1925. Construit en 1905, son occupant, le comte de Carmois, était soupçonné d'être un espion allemand car des signaux lumineux étaient émis la nuit vers des bateaux ennemis. Dans les années 70, la folie des Merlins l'a emprisonné. Cette partie de la corniche était encore déserte en 1929, où l'on voit la vigie qui était un poste de douane. Une villa, l'Étoile Clarté, est construite en 1930 en bordure de falaise. Puis est remplacée en 1956 par la villa Boutevent. Elle est démolie en 1998 et a fait place à une esplanade. Les villas La Franc-Comtoise, les Marcassins et Atlantic Hotel, devenus Résidence Bellevue, font leur apparition en 1928. La villa Marguerite a été construite en 1905 et fut la propriété de la famille Bout de Casson de 1904 à 1934.
En 1945, la Paillote était un cabanon en roseau où l'on dansait, et en 1955, sous l'ancienne Pile Ours, un café dancing. Enfin, la discothèque du Club Saint-Hilaire en 1993. La villa Les Rochers est telle qu'elle a été construite en 1885. On ne peut pas parler de la Corniche sans évoquer ses rochers. Le Trou du Diable est toujours un attrait touristique. Et maintenant, il est sécurisé. Mais l'avez-vous déjà vu à marée basse, par en dessous ? Les rochers dit le chaos. On peut y accéder par un escalier appelé la descente à la mer, inauguré en août 1929 par le docteur Baudouin et don du Touring Club de France. Ce fut le premier aménagement touristique de la commune. La grotte des Fradets, d'une profondeur de 25 mètres, est aujourd'hui effondrée. La roche percée, minée par la mer, a été emportée par une tempête en 1960. Il reste cependant sa petite sœur sur la plage des 5 Pinots. Pour terminer notre voyage sur la Corniche, revenons sur un temps fort, le 11 juin 2009. Les travaux sur la partie routière et cyclable qui ont été terminés d'ailleurs en 2008. La deuxième partie se fera à l'automne et au printemps prochain. Et puis surtout la partie, disons, végétale de la Corniche avec tous les cheminements, avec ses aménagements, les passerelles, les cheminements donc sécurisés. Alors je vois monsieur le curé qui est là. Ben, évidemment, est-ce que monsieur le curé voulait prendre la parole? Avec un certain plaisir, mon cher. Avec un certain plaisir. Je vais vous jucher ici. Voilà. Je vais me jucher ici, voyez-vous. M'entendez-vous bien? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est avec un infini respect que je voudrais aujourd'hui louer Dame Corniche, figure de proue de notre bonne ville de Saint-Hilaire, un joyau dont Sion est l'écrin. En vérité, je vous le dis, symbolique, mais jamais définitive, Dame Corniche est tout à la joie d'être ciselée plutôt que ridée par des siècles et des siècles de furieux assauts océaniques. La détermination de ces 5 Pinots, mousquetaires guerroyants des escadres d'écume et de sel millénaires, nous incite à profonde humilité et juste reconnaissance. Car s'être ainsi arc-bouté face aux érosives convulsions de sa vieille ennemie la mer, lui a ouvert avec bonheur de petits oasis de quiétude, si appréciés de nos baigneurs de jadis, de nos estivants d'aujourd'hui et de nos pêcheurs de toujours. À chaque sinuosité de sa grève, nos pas ensablés crissent ou craquent dans ses criques, dont les mystérieuses étymologies fleurent bon le vent du large. Qui n'a ouï dire, au gré de pérégrinations iodées, les noms millésimés d'embrun des sanctuaires de Dame Corniche, les mulets, les 5 Pinots, le rocher des forges, le chaos, la roche trouée, le sphinx, la grandance, le jet d'eau, les anses de la Baillette, de la Goutaille, de la Parébasse, de la Vigie ou des pigeons. Tout un bouquet garni d'évocations marines, chatouillant agréablement nos odorats agressés par ce cupide fragment de Satan, cette haleine maléfique de mauvais aloi qu'est notre triste et sournoise pollution. Mais vous allez me dire qu'oubliant ce fameux trou du diable, je pêche par omission. Que nenni, braves gens! Car le trou du diable, j'y pense, puisque j'y suis. Trou du diable, le bien nommé, empreinte façonnée dans la falaise par le coup de talon rageur d'un Satan mystifié par notre bon Saint-Martin dans son projet de pont-dieu.
un Satan vexé dans son amour malpropre. Mais là ne sont que péripéties de la légende à laquelle vos neurones éveillés, sinon curieux, ne manqueront pas de se référer. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, soyez sans crainte. Bien que consciente de mes attributs d'ecclésiastique zélé, notre municipalité ne m'a pas requis d'exorciser ce lieu maléfique, aujourd'hui si sympathique. Mais que diable, c'est avec une onction extrême, pour l'extrême onction, je puis à votre demande vous revoir un peu plus tard, que je vous prie d'apprécier en cette lumineuse matinée les beaux et nobles atours de Dame Corniche. De visu, vous le constaterez aisément, les dernières années écoulées de cette grande dame lui ont été grandement profitables, puisque se sont conjugués avec bonheur, volonté publique et hommes de l'art. N'oublions pas non plus, chers paroissiens de Saint-Hilaire, votre participation plus sonnante que trébuchante, c'est que n'en déplaise à nos élus, le culte du denier public est devenu ici, en l'occurrence, une science joliment et proprement exacte. Que Dieu protège Dame Corniche. Mais, toi, citoyen, respecte la nature, ne sois pas immature, préserve ta corniche de belle flore qui a la riche de Sion pour être reine, tes vœux, amen, amen. En 1905, Frédéric Berthomé, marieur, proposait la dégustation de langoustes, homards et crevettes dans son auberge. En 1929, il fit construire l'hôtel Frédéric pour répondre à la demande des vacanciers. Les 5 Pinault, vus de la fenêtre de l'hôtel, avec la villa Ker Ernestine. En 1929 est construite la chapelle Notre-Dame de toutes les Grâces, qui accueillait la ferveur chrétienne. Et on retrouve le calvaire qui a été déplacé de la place Vivi-Bourgault. Elle était en haut de la rue où se tenait le marché et où les maraîchers vendaient leurs productions. Le marché a été transféré place Vivi-Bourgault et a bien changé, surtout pendant la période estivale. En bas de la rue, sur la corniche, on aperçoit l'hôtel Frédéric, qui permet de situer une alimentation et le café L'Étoile des Mers, remplacé par la résidence L'Étoile des Mers. Rue des Taudes, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver carte paisible au fond d'une impasse. La pension Les Buissonnets, qui a logé bien des vacanciers, a ouvert ses portes en 1928. Longtemps fermée, elle est maintenant rénovée. Le Tortillard, passé sur le côté de la pension, entre le calvaire et l'ancienne chapelle, et dont la rue a pris le nom de rue du Petit Train. Et voici le calvaire qui a été déplacé. En 1900, la famille Renaud construit cette chapelle et la récupère en 1930 pour l'habiter sous le nom de Myriam. La commune l'acquiert en 1980 et en fait l'office du tourisme. Le 24 août 1924 est inauguré le calvaire avec l'érection du Christ sur la croix. Place Vivi-Bourgault, où se trouvait la gare de Sion, qui fut en activité de 1924 à 1947, et que l'on aperçoit ici. Le Tortillard reliait les Sables à Bourgneuf. La ligne de chemin de fer fut arrêtée pour non-rentabilité et fut remplacée par un service de car Citroën.
En 1913, Joseph Baranger fait construire une petite boutique tenue par son épouse Amélie, où elle vendait homards et crevettes, entre l'épicerie tenue par Madame Rivalin et son établissement le café Josépha, devenu maintenant l'Océan Café. Le café-restaurant des touristes, tenu par Fernand Baranger, s'agrandit, ainsi que l'épicerie, qui devient la bonne renommée, et maintenant le supermarché de la plage. En bas, on retrouve la rue de l'Océan qui mène au café de la plage. Sur la droite, les boutiques d'alimentation sont devenues la Livarde, association pour la conservation et la valorisation du patrimoine maritime. La Chaumière, construite avant 1800, abrite maintenant des commerces rue du Marché. Parmi ceux-ci se trouvait la pâtisserie Maréchine, tenue par Olivier Renaud, où l'on avait l'habitude d'amener poulets et gigots à cuire dans le four. Avant la guerre de 39, changement de propriétaire, et maintenant se tient une boutique de barbellerie. Olivier Renaud avait transféré son activité rue de l'Isère. La boutique a disparu, mais le fournil sert encore de laboratoire à la boulangerie Le Fournil de Sion. Un peu plus bas se trouve toujours la villa Quand même. À l'entrée de la grande plage se trouvait le terrain de camping à la Parée des Joncs, tenu par la famille Fortineau. Dans les années 60-70, le camping était encore de rigueur et la canadienne laissait place aux grandes tentes familiales. La Parée a fermé en 2006 et la résidence de la Baie a pris possession des terrains. Le cinéma de Sion, ouvert en 1958, appartenait à l'évêché. Acheté en 1999 par la commune, il est détruit en 2005 et c'est un centre de loisirs et de fitness qui l'a remplacé. En face, les dunes au-dessus de la plage ont été aménagées en sentier piéton. La route de la Forêt qui va à Saint-Jean-de-Mont est bien déserte à cette époque et l'alimentation qui fait partie de l'îlot Jeanne d'Arc est fermée depuis longtemps. À l'orée de la forêt se trouve l'actuel rond-point de la Touche. Un car Citroën et le café de la forêt. Bien qu'il se soit agrandi, on reconnaît bien le perron et les escaliers. Les campeurs n'avaient qu'à traverser la route pour faire leurs provisions. En 1960, on comptait 3 campings, 16 en 1969 et une cinquantaine à ce jour. Le camping municipal est toujours là, mais ce sont les caravanes et les mobil-homes à demeure qui ont remplacé les tentes. Un peu plus loin, sur cette même route, on retrouve encore quelques chalets. Nous commençons la visite du bourg par l'avenue Georges Clémenceau, puis l'avenue des Pins, et enfin le centre avec ses commerces. Place de l'église et l'hôtel de ville. La Grande Salorge, au début du siècle, était le grenier à sel le plus important de la région. Elle fut détruite en 1999. Il restait la Petite Salorge, aujourd'hui détruite, qui servait de local au Secours populaire et qui a déménagé au pied du château d'eau. La gare de Saint-Hilaire, dont on remarque le moulin sur la gauche.
Elle fut construite en 1882, en même temps que l'ouverture de la ligne de chemin de fer Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes. Du coin de la rue de la Gare, on voyait l'église. Cette bâtisse a été construite pendant la guerre par les troupes d'occupation allemandes pour y loger leurs chevaux. Puis un magasin de bricolage jusqu'en 1992 et est maintenant détruite. En 2008, je fis connaissance des Giraudet qui ouvrirent leur salon de coiffure en 1928. Millet dans blouse blanche et Paul le petit garçon. Si le salon a arrêté son activité en 1990, les meubles sont restés en place et Paul coiffait toujours sa femme. Défilé d'une noce maraîchine. À gauche, où se trouvent les personnages, s'est ouverte une boulangerie tenue actuellement par monsieur et madame Barito. Sur la droite, la boulangerie Barreto, ouverte en 1911, est occupée maintenant par la police municipale. Sous la neige, et c'est bien la mairie que l'on voit tout au fond. À gauche, le café Débit de Tabac Presse, et à droite, le café de la mairie, se sont ouverts vers les 1850 et accueillaient chevaux et calèches dans leur cour. Une autre entrée du bourg est la rue des Pins. À droite, avec son perron, l'ancien bureau de poste. Il y avait un seul facteur qui, après sa tournée, tenait le bureau. À gauche, on distingue l'épicerie Mille Sans d'eau, devenue la Bonne Auberge, est maintenant fermée. À gauche, la maison Plaire est détruite en 1993 pour raccorder la rue de la Ringerie. À gauche, l'épicerie Mercerie Bernard. Défilé le jour de la fête de Jeanne d'Arc. À droite, le portail du Pontrot. En 1911, Octave Robin ouvre une boulangerie, reprise ensuite par la famille Arnaud et depuis 1946 par la famille Blanchard. Elle ferme en 2006, déménage place du Marché et est reprise en 2008 sous le nom de Divine Saveur. À droite, la quincaillerie-épicerie Michon. Il faut savoir qu'en 1940, il y avait une quarantaine de boutiques dans le bourg. Tailleur, cordonnier, quincaillerie-épicerie, vente et réparation de cycles, chapellerie salon de coiffure, tissu et mercerie, et enfin Michino, quincaillerie vaisselle et tissu, devenu supérette Vival, puis Votre Marché. À droite, l'ancienne mairie jusqu'en 1979, où ont pris place le restaurant Les Piments Doux et une annexe de la mairie, que l'on retrouve de l'autre côté de la place. Et qui vient de se faire une beauté. Ici, les paludiers acquittaient les droits de sel au bureau de douane. Une guérite pendant l'occupation allemande.
L'église, ici en 1920, est maintenant en partie cachée par la médiathèque, ouverte en 1998. Dans l'ancien cimetière se trouve la chapelle Notre-Dame de la Pitié, construite vers 1610 par Marie de Beaucaire, baronne de Riez. La rue des Paludiers en 1930 n'était qu'un chemin de terre. Le menhir de la Tonnelle et les moulins. Ce menhir fut découvert couché par le docteur Baudouin en 1906. Il l'acheta en 1920 et l'érigea sur le caveau de famille du cimetière de Croix-de-Vie. Parmi les moulins de Riez, seul subsiste le Grand Moulin, construit après la Révolution et dont le chapeau de la tourelle fut démoli en 1946 pour le soustraire à l'impôt. Le Pissotte. Dans les années 50, on comptait plusieurs épiceries et cafés, une forge, un marchand de grains, un hôtel-restaurant, et c'était également un centre d'expédition de grenouilles vers le marché parisien. Ce sont les communautés religieuses à partir du 7e siècle qui ont creusé les étiers, aménagé les bassins, transformant les marais salés en marais salants. Et c'est au XIIIe siècle que l'essor démographique va entraîner des besoins accrus pour l'alimentation, la conservation de viande et de poissons. Les marais appartenaient à la bourgeoisie et le saunier n'était que l'exploitant. C'est à partir de 1850 que la chute des cours du sel amène les propriétaires à vendre les marais aux sauniers. La récolte a lieu de mai à septembre et chaque œillet peut produire 25 kg de sel tous les 3 jours. 1949 a été une excellente année et la production d'Émile Péot avait été de 80 tonnes et celle de Jean-Louis Sauchard de 100 tonnes. Le dernier saunier exploitera son marais jusqu'en 1975. La saline du Rocoin a été réouverte par l'association Naturiculture afin de sauvegarder le patrimoine salicole à travers les gestes et outils d'antan. C'est pour préserver de l'ensablement des villages côtiers et les cultures que Napoléon Ier signa un décret impérial en décembre 1810 prescrivant la fixation des dunes par l'ensemencement de pins maritimes. Aujourd'hui, la forêt a une superficie de 2300 hectares. Et c'est ainsi qu'en avril 1863, le premier garde forestier prend ses fonctions. Vous pourrez prendre le GR8, Côte de Lumière, qui traverse la forêt. Des panneaux vous indiquent plusieurs chemins à prendre, tout au long desquels des fiches vous informeront sur la forêt. Si vous prenez le chemin des Hauts-Pais, vous passerez devant une table d'orientation. Pour parvenir au point culminant à 33 mètres, il vous faudra grimper quelques marches. Mais rassurez-vous, un banc vous attend pour admirer le paysage. L'église du bourg, le château d'eau d'Hyper-U, les immeubles de la Corniche, le château d'eau des 5 Pinots, l'hôtel Frédéric Ession, et enfin, au large, l'île Dieu. Et un peu plus loin, vous rencontrerez une stèle érigée en 1948 qui commémore la mémoire des apprentis de la SNCF morts pour la France lors de la guerre 39-45. Cette stèle a été réhabilitée en juin 1999 et le panneau vous résume l'histoire des colonies de la SNCF. En 1936, la Compagnie des chemins de fer prend concession d'un terrain de 2 hectares pour l'organisation de colonies de vacances sous toile de tente appelées camps marins. Arrêt du camp de 1940 à 1945. En 1946, réouverture sur le nom de Camp de l'Océan. Des bâtiments en dur pour les communs sont construits et ce sont 6 camps qui sont ouverts selon l'âge des enfants et des apprentis. 43 hectares sont occupés en 1953. Et c'est ainsi qu'entre 1932 et 1978, ce sont 45 000 enfants qui font un séjour au bord de la mer. Puis ce fut le déclin jusqu'en 1990,
quand fut entrepris la démolition des camps. Vous retrouverez les traces de ces camps sur le sentier des Hauts-Pais avec des fondations, escaliers, rails de chemin de fer, yucca, et même la salle à manger d'été du camp Normandie, vers le camp de base, où il ne reste plus que quelques baraquements qu'utilise le comité d'entreprise de la SNCF de la région nantaise. C'est également dans la forêt que des colonies de vacances des villes de la région parisienne ont été implantées. Il en reste 9 à ce jour. Savez-vous qu'en février 1917, un cargo charbonnier anglais, le Paul Crea, après avoir été coursé et canonné par un sous-marin allemand, s'était échoué sur la plage de la Paré-Prénaux. Durant près de 5 mois, la région avait connu une agitation inhabituelle, avec les va-et-vient provoqués par toutes les familles essayant de récupérer du charbon. Le renflouage réussit enfin en juillet 1917. Cela ne rappellerait-il pas une mésaventure récente survenue à l'Artémis ? L'habitat traditionnel du Maraîchin est la bourrine. Bourrine de Pont de l'Arche au XIXe siècle, bourrine de la Fenêtre, d'autres bourrines à Saint-Hilaire. La bourrine du Bois-Jucot est une ancienne exploitation qui fait revivre le quotidien des maraîchers au début du XXe siècle. Intérieur de la ferme du Grand Bois. À la Paré-Prénaux, j'ai rencontré Louis qui vit dans une ancienne bourrine, où rien n'a été changé à l'intérieur. Aujourd'hui, si la cheminée et le poêle sont toujours là, l'ambiance a bien changé dans la bourrine à Lulu. Maintenant, quelques habits maraîchins. L'école de la Fradinière. La classe de Monsieur Desnoël à Saint-Hilaire. À l'école des filles, Alice et Rosalie vont se reconnaître. Dans les marais, un des moyens de transport, la yole. Le char-à-banc. Et le transport en charrette pour se rendre à l'église. Prêt à partir au champ. Moins confortable, un banc pour les enfants. L'épicerie Souzeau, la boucherie Bonnet et la charcuterie Chiron offraient leurs services. Là, on transporte les casiers. Et l'âne le goémon. Les algues servent d'engrais pour la culture. Et voici le père Pajotte qui ramassait sable et cailloux pour faire des parpaings. Le camion transportait les récoltes du marais Jacques vers Nantes. Et voici les mariés de 1900. Et un baptême en marais. Mission et procession réunissaient la ferveur chrétienne. Procession au reposoir de la masure. Christ porté. Et voici l'équipe qui fabriquait les reposoirs. Défilé de communiantes. Nous arrivons aux travaux des champs avec le vannage, battage au fléau, battage de luzerne,
Battage à la rive, batteuse au bois jucot. Les fêtes des battages font ressortir les anciennes machines. Chargement de foin bottelé. Comment faire une barge. Et charger le foin. On l'appelle le monte-mulon. Les bœufs traversaient les marais avec leur chargement à mi-marée. N'oublions pas les vendanges des vignes locales. Qui donnait un petit vin de pays dont on se servait pour Chabreau. Le père Merlet traversait les marais avec dans sa barque son vélo, sa remorque et ses canards pour aller à la foire de Châlins. Les cannes Pékin et le fameux canard maraîchin qui finissait jour à la Tour d'Argent de Paris. Les fêtes ont toujours été des lieux de rassemblement. Les foires, kermesses, et voici la fête de la vigne. La course d'âne était très populaire. La fête de la paix. De nos jours, la Bourgogne du bois jucot perpétue les traditions et pendant les périodes estivales, des manifestations sont organisées pour faire revivre les danses, le patois et les métiers d'autrefois. Allez donc vous mettre en tenue de net, puis avant de vous coucher, vous faites répiser votre grand-mère. Alors tout d'un coup, le petit gars qui arrive tout à la paix, puis écoute la bonne femme, t'as pas été un pyjama mon pauvre petit gars? Ah non, ça me met, la tête tout à la paix, ça me met, c'est la tenue de l'an 2000. L'intérieur de la bourrine rappelle celle de la ferme du Grand Bois. On y joue aux cartes. La dentelière dans ses œuvres. Confection du panier de la mariée. Confection et restauration des coiffes d'antan. Petite lavandière. Barattage du beurre. C'est encore pas ça. Confection d'une meule. Fabrication d'une corde. Et d'un hochet. D'un plumeau. Rempaillage des chaises. Et les danses folkloriques qui sont toujours très appréciées.